Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour vous présenter ma deuxième partie de mon top 32. Donc, c'est les choix 21 à 11. Encore une fois, quelques bons joueurs. J'espère que vous allez apprécier. J'espère que vous allez comprendre aussi les raisonnements, comme je disais dans la première vidéo, pourquoi je place certains joueurs à certains endroits. Puis évidemment, c'est toujours mon observation. Donc, on n'est pas des recruteurs. C'est toujours mon observation personnelle, puis ça se peut fort bien que vous ne soyez pas d'accord. Nous, on n'est même pas d'accord entre nous des fois dans le groupe de TSLH Espoir. Donc, ça fait partie de la job, ça fait partie du plaisir. Je vous laisse avec les positions 21 à 11. Donc, on passe au numéro 21 sur ma liste. C'est le Suédois Liam Höglund. Höglund, c'était le costaud là, du trio de Drew Gardens avec Jonathan Lekkerimäki et Noah Ostlund. On a souvent entendu parler que les meilleurs trios, c'était souvent des trios qui étaient composés d'un marqueur, d'un fabricant de jeu, puis d'un un gars un petit peu plus costaud qui allait créer de l'espace, qui allait foncer au filet. Ben, c'est ça, au Höglund, c'est ça. C'est ce genre de joueur-là qui est assez intense quand même, qui fait de très belles choses sur la glace. Puis, ce qui est surprenant, c'est que dans toutes les facettes du jeu, j'ai trouvé qu'il avait été bon cette année. Qu'on pouvait parler de son patin, de sa prise de décision, son lancer, son échec avant, l'intensité générale, son jeu en défensive. C'était vraiment impressionnant de le voir aller. Puis on l'a vu dans la nationale. Il a eu un très bon début de saison. Puis ensuite de ça, il a été rappelé dans la SHL. Puis évidemment, il y avait moins de points. C'est normal, les joueurs suédois, ils jouent un petit peu moins. À part, les Kerimaki, il y a eu un petit peu de temps de glace de qualité, mais Höglund, c'était un petit peu plus diminué comme temps de glace. Puis on le voyait qu'il n'était pas intimidé quand même. Il y avait déjà une attitude un peu professionnelle. Complétait les mises en échec. Il appliquait une belle pression. Il protégeait les rondelles. Il y avait quand même une belle vision du jeu. Fait que c'était quand même impressionnant de le voir aller sur la patinoire. Puis ensuite de ça, au championnat mondial des moins de 18 ans, on a appris que bon, il semblait blessé de ce qu'on pouvait lire, puis ça n'a vraiment pas paru. Il a été très dangereux sur la patinoire. Les défenseurs, souvent, en avaient un petit peu plein les bras avec lui. Puis c'était le genre de joueur qui faisait les petits jeux simples. Les belles créativités, belle façon de connecter les jeux, de faire progresser la rondelle. Des petites touches de rondelle, des petits déplacements qui ouvraient le jeu pour d'autres joueurs. Höglund, c'est vraiment ce genre de joueur-là que j'ai de la misère à trouver des défauts à ce joueur-là. Puis là, ben, vous allez me dire, ouais, mais Simon, tu l'as 21e. Donc, comment ça se fait que tu l'as 21e? Ben, c'est parce que moi, je vois un peu moins d'upside offensif. C'est juste là que ça joue dans mon cas. Je pense que Höglund, il est bon dans plusieurs facettes du jeu. Mais je le vois pas être un gars de 75-80 points dans la Ligue nationale. Évidemment, il n'est pas dit que je vais pas me tromper. Là. Évidemment, je suis pas Nostradamus, ça, je peux pas deviner. Sauf que moi, je le vois comme un gars de 50-55 points. Un gars qui a tellement un bon package que si on le met, disons, sur le troisième trio, deuxième trio, premier trio, peu importe, il est assez intelligent pour comprendre ce que les joueurs vont faire avec lui. Puis il est assez talentueux pour soit compléter les jeux ou lui-même créer des jeux. Donc moi, quand je le regarde, Höglund, je me dis c'est un joueur que si une équipe peut... Si, mettons, il glisse un petit peu, s'il devait tomber dans la vingtaine comme moi je l'ai, parce qu'il y a beaucoup d'observateurs qui l'ont plus haut, c'est un choix. Selon moi, il va jouer dans la Ligue nationale. J'irai pas de garantie, mais à mon œil, Höglund, ça va être un joueur de la Ligue nationale. Avec son gabarit, mais aussi tout ce qu'il amène sur la glace. Donc, si une équipe peut le ramasser après le top 20, c'est vraiment une superbe prise. Puis si le Canadien pouvait réussir à s'avancer, même un petit peu, puis s'il est encore disponible au 21, 22, moi, j'hésiterais jamais à aller le chercher. C'est un joueur qui fait vraiment les belles petites choses sur la glace. Puis il
il semble vraiment un style qui va cadrer dans toutes les équipes de la Ligue nationale. Son développement me semble canné dans son cas. Peu importe dans quelle équipe il tombe. Donc moi, ça serait une sélection. Je l'ai 21e justement, juste à cause du upside. C'est rien contre lui. Mais vraiment, à l'aile comme ça, c'est un joueur que je repêcherais sans problème. Puis même un petit peu aussi, là, si jamais il était 17-18, je serais pas gêné non plus. Là. C'est pas parce qu'il est 21 que la position est fixée là. C'est un gars qui pourrait sortir facilement proche du 15e rang. Là. Je poursuis au 20e rang avec l'attaquant des Steelheads de Mississauga, le joueur de centre Owen Beck. Puis cette année, Owen Beck, ça a été, je pense que c'est le joueur le plus plaisant que j'ai pu découvrir cette année dans toute la cuvée du repêchage. C'est un gars que je connaissais pas. Puis je l'ai spoté, si on veut, dès les premières semaines que j'ai regardé les Steelheads. Puis c'est un gars qui a retenu mon attention. Il a de belles habiletés, il est très intelligent, il est mature. Je pense qu'au Combine, il était 5 pieds 11, 190. Donc, un joueur de centre de cette grandeur-là, de cette grosseur-là, qui va continuer à remplir un peu son corps, qui va peut-être aller chercher un pouce de plus de grandeur. Si on l'amène à 6 pieds, 200 livres, ça va être vraiment intéressant comme gabarit. Puis, il complimente ce gabarit-là avec un très bon coup de patin. Il est très fluide. Sur la patinoire, puis il se déplace très bien. Donc pour moi, ça a été un joueur qui m'a vraiment sauté dans l'œil parce que c'est un jeune de 17 ans qui en était à sa première année dans la OHL. Évidemment, il a manqué la saison dernière parce qu'il n'y a pas eu de hockey. Puis, je le remarquais, les petits détails, encore une fois. C'est un peu à l'image de Shane Wright, sans nécessairement être tout aussi efficace, tout aussi bon dans plusieurs facettes du jeu, mais il est très intelligent sur la glace. Il est capable de vraiment appuyer les défenseurs, de travailler le long des bandes, de faire des belles sorties de zone avec des petits jeux, encore une fois, très simples. Il a de bonnes mains aussi, donc il est capable de tricoter un petit peu en zone neutre. Il est capable d'arriver puis essayer de feinter un ou deux joueurs en attaque, mais vraiment, moi, ce que j'aimais de son jeu, c'est que c'était un jeu qui était quand même simple. Il se mariait bien avec un peu tout le monde. Puis cette année, il jouait avec des recrues aussi. Il jouait avec Zachary Lavoie puis Luke Misa. Lavoie, c'est un joueur qui va se faire repêcher cette année, mais Luke Misa, c'est un joueur de 16 ans seulement. Donc les trois jeunes, ils ont joué ensemble une bonne partie de l'année. Puis vraiment, c'était impressionnant de voir à quel point Beck a eu la confiance de son entraîneur-chef parce que il se faisait utiliser vraiment à toutes les sauces. C'était un des joueurs de centre les plus utilisés en territoire défensif. Puis c'est lui qui a mené la OHL pour les mises en jeu remportées. Il était près de 62%, je pense, si je dis pas de niaiserie, ou dans ce coin-là. Donc c'était vraiment c'était impressionnant de voir à quel point ce jeune-là, avec une année ratée de développement, il a vraiment tiré son épingle du jeu dans la OHL cette année, avec une équipe qui était quand même bonne, mais sans plus. Il a un excellent lancer aussi, tir sec, tir vif. On l'a vu marquer en prolongation justement dans la série de premier tour. Il a décoché un tir des poignets dévastateur, précis, dans le haut du filet. Donc ça nous en a montré un peu du jeu de Beck, puis il a quand même bien fait en série aussi. Puis là, on a appris à la fin de l'année qu'il avait été nommé joueur étudiant de la OHL. Donc c'est un profil qui me plaît énormément, un joueur qui semble intelligent, qui semble sérieux. Des fois j'aimerais le voir un peu plus agressif, baisser l'épaule parce qu'il y a un bon gabarit, puis il y a un bon coup de patin, puis il y a des bonnes mains, donc juste attaquer les défenseurs un peu plus. Mais je pense que tout est dans une question d'adaptation, d'expérience, de maturité. Moi je le vois comme un deuxième centre dans la Ligue nationale. Peut-être plus ça va peut-être plus être un troisième centre de luxe, si on veut, qui peut jouer un peu dans
dans plusieurs situations, puis s'il y a un blessé, il peut prendre le relais. Mais je le verrais comme un gars d'une 50aine de points aussi. Puis la raison pourquoi il est devant Höglund, ben c'est ça, c'est parce que c'est un centre. Donc, c'est pas les mêmes responsabilités. Puis un centre qui est capable de faire 50 points, ben c'est quand même pas mauvais dans la Ligue nationale. On en voit plusieurs. On a eu Dano à Montréal, justement, qui a fait du solide travail. Donc, Owen Beck au 20e rang. J'étais vraiment heureux de voir à quel point ce gars-là a monté dans les listes puis a reçu un peu plus d'attention de la part de plusieurs observateurs au courant de l'année. Au 19e rang, j'ai le Finlandais Joakim Kemell. Je pense que tout au long de l'année, Joakim Kemell, ça a été... j'ai l'impression que les gens, ils trouvaient que j'étais sévère envers Kemell, que j'aimais pas Kemell, que c'était un joueur que je détestais. Mais c'est vraiment pas le cas, là. Moi, Kemell, c'est un joueur que j'ai classé dans la mi-première ronde à partir de juin 2021. Donc, tu sais, il n'y a jamais eu de surprise dans mon cas. C'est un joueur qui est très talentueux. C'est un joueur qui a eu de beaux moments dans différentes parties de la saison. Au championnat mondial des moins de 18 ans, il a été bon. Au Linka, il a été bon. Au début de l'année, dans la Liga, il a été sensationnel. Il ramassait beaucoup de points. Mais c'est un peu ça aussi qui m'a frustré. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont laissées un peu berner par les statistiques dans les premiers mois de la saison. Parce que, oui, oui, il produisait. Oui, ça avait l'air spectaculaire. Décochait des lancers, puis tout ça. Mais le vrai Joakim Kemell, c'est vraiment celui qu'on a vu après cette séquence-là. C'est un joueur qui a de belles habiletés, mais qui a un profil vraiment à développer parce qu'il y a beaucoup de choses dans son jeu qui me titillent puis que j'aimerais qu'il améliore parce que ça va être difficile pour lui d'exceller dans la Ligue nationale s'il n'améliore pas ses facettes du jeu-là qu'on va parler bientôt. Kemell, moi je trouve que c'est juste un lanceur de volume, un tireur volume de périphérie. C'est un gars qui est hyper dangereux en avantage numérique, qui est capable de grinder un petit peu, qui est capable d'aller travailler le long des bandes en fond de territoire, mais c'est pas ça sa game. Il donne des petites mises en échec aussi de temps en temps, mais c'est pas ça sa game. Dans la Ligue nationale, on va pas lui demander d'aller grinder. Si tu te fais repêcher dans le top 15, dans le top 10, comme je pense qu'il va sortir, on s'attend de Joakim Kemell qui marque 30-35 buts puis qu'il soit capable de faire une 60aine de points dans la Ligue nationale. Mais sauf que c'est ça, c'est qu'il y a un tir avec une très bonne vélocité, mais il rate souvent le filet. Sauf que quand il pince la rondelle comme du monde, là ça rentre. Puis son tir des poignets aussi est très solide. Les gardiens ont beaucoup de difficultés à maîtriser ses tirs. Fait que ça, c'est une facette de son jeu qui est très... on le voit rapidement. Quand tu le vois sur la glace, quand il décoche des lancers, il n'y a pas de problème. Kemell, on le sait que c'est un franc-tireur. C'est un gars qui est capable de marquer des buts de quand même plusieurs façons. En avantage numérique, il est très dangereux. Il a été dangereux à tous les niveaux, que ce soit au Linka, comme je disais, dans la Liga, même au championnat mondial des moins de 18 ans. C'est un joueur qui, puis je pense même qu'il avait marqué aussi dans un match préparatoire contre les États-Unis au championnat mondial de hockey junior. Donc c'est ça. Tu sais, Kemell, si tu lui mets la rondelle sur le T, il n'y a pas de problème, il est capable de la mettre dedans. C'est tout le jeu qui se rend jusque-là qui est compliqué. Moi, je trouve que la rondelle meurt souvent sur sa palette. Oui, il a de très bonnes mains, mais des fois, il essaye d'en faire un petit peu trop. Il a une bonne vitesse, il patine bien, il est capable de distancer ses couvreurs, capable de recevoir des passes en transition. Mais des fois, c'est ça, c'est que là, il reçoit la rondelle sur la palette, il est en transition. Puis là, il essaye de feinter un joueur ou il perd la rondelle un peu bêtement, puis l'attaque est stoppée. Ou il envoie ça, il traverse la ligne bleue, puis il envoie ça dans le plastron du gardien. Puis c'est un lancer qui servait absolument à rien. Donc j'aimerais qu'il utilise ses coéquipiers un petit peu plus.
J'aimerais qu'il soit capable de joindre d'un petit peu ses mains à un niveau de créativité un petit peu plus élevé. Parce qu'il est capable de déculotter des joueurs, mais c'est ça, c'est que des fois, il en déculotte un, puis là, on dirait qu'il commence à aimer son talent, puis il essaie d'en déculotter deux, ou il essaie de passer des rondelles à travers 2 ou 3 bâtons, une passe soulevée qui a très peu de chances de réussite. Donc c'est ça. À mes yeux, moi, c'est ce que j'ai trouvé de la part de Kemel. Il essayait des fois, c'est ça, des jeux un petit peu trop de dentelle ou à bas pourcentage. J'ai trouvé aussi des fois qu'il analysait un petit peu moins les situations offensives que d'autres joueurs qui sont devant lui, dont les Kerimaki, dont Isaac Howard que je vais parler aussi, puis, et j'en passe. Là. Donc ça des fois les jeux comme il aboutissaient pas à rien, ça me dérangeait un petit peu. Puis sa vision était un petit peu manquait un petit peu de vision aussi à mon goût. Puis là, ben encore une fois, c'est un peu à l'inverse de Höglund. Vous allez me dire, ouais, mais Kemel, comment ça tu l'as 19e si tu sors un paquet de choses négatives comme ça? Ben en fait, c'est que moi, j'ai l'impression que Kemel, il peut améliorer beaucoup de choses dont je viens de parler, tout simplement en se faisant coacher. Avec juste d'avoir des entraîneurs qui vont juste l'aiguiller, qui vont juste lui dire, fais attention à telle chose, il va prendre la maturité. Puis à ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de son déchet, si vous voulez, sur la glace qui va s'éliminer. Les choses que moi j'aime de Kemel, je les aime beaucoup. Son lancer est bon, son patin est bon, ses mains sont bonnes. C'est ce qui fait en sorte que je le vois quand même réussir dans la Ligue nationale. Je le vois comme un gars de 30 buts, peut-être 55 points dans ce coin-là. Il m'a donné une vibe, puis je les compare pas, mais il m'a donné une vibe un peu de Cam Atkinson. Puis dans le style il est capable d'être tannant un petit peu. Il est capable d'alimenter un petit peu ses coéquipiers. Mais son pain et son beurre, ça va vraiment être son lancer, sa capacité à trouver les espaces entre les deux cercles, dans l'enclave, à la hauteur des cercles. Ça va vraiment être ça, son pain et son beurre. Puis il va devoir aussi continuer à produire en avantage numérique. Puis moi, j'ai confiance en ça. J'en avais parlé dans notre mid. Il y avait des choses qui me dérangeaient dans le jeu de Arthur Kaliev en 2019. Puis je l'avais placé haut pareil parce que les choses que moi je voyais de lui, dans lesquelles il était bonne, dans lesquelles lui il était bon en fait, il était excellent dans ces choses-là. Donc c'est pour ça que je le voyais comme un gars capable de produire dans la Ligue nationale. Là, il a commencé cette année. Ben, Kemel, c'est la même chose. C'est que je pense qu'au-delà de les petites choses négatives que j'ai à dire de lui, je pense que il va être capable de s'améliorer, puis il va être capable d'atteindre son plein potentiel. Mais ça reste que c'est quand même... Il y a quand même un peu de travail à faire, donc je ne pouvais pas le mettre plus haut que le 19e rang de mon côté. Au 18e rang, j'ai l'attaquant américain Cutter Gauthier. Cutter Gauthier, je pense que c'est un gars qui a beaucoup grimpé dans les classements au fil des mois. Puis, je suis pas surpris de ça. Je pense que c'est un joueur qui a mérité une ascension. Moi, je l'avais 30e au mois de juin 2021. Puis, il a tranquillement monté jusqu'au 18e rang. Je suis un peu surpris, par exemple, de voir où il est monté. Il y a des personnes qui l'ont dans leur top 3. La centrale elle-même, là aussi, je pense que c'est 3e en Amérique du Nord. Il y a beaucoup de gens qui l'ont top 5. Moi, ça me saisit un petit peu, je dois dire, parce que Gauthier a montré 2 profils un peu différents cette année dans le programme. Il a joué beaucoup de matchs à l'aile en compagnie de Logan Cooley puis Jimmy Snuggerud. Puis il a montré c'est un gars intelligent sur la glace quand même. Je sais que notre collègue Saint-Lô, des fois, il le trouve pas intelligent. Mais moi, je le trouve intelligent dans le sens que il comprend ce qu'un gars comme Cooley, qui a un cerveau élite, il est capable de faire. Donc, il suivait bien les jeux de Cooley, il suivait bien les attaques de même Snuggerud, qui était un bon passeur aussi. Puis il comprenait où se placer pour compléter les manœuvres de ces gars-là,
pour être menaçant près du filet, pour être dangereux en décochant des lancers sur réception, puis pour marquer des buts. Donc, tu sais, déjà, Gauthier a un bon gabarit. Il a un bon coup de patin qui va avec son gabarit. Donc, le combo size skating est intéressant. Puis c'est un peu ce qui l'aide aussi, justement, à se créer de l'espace. Il est dérangeant un peu sur la patinoire juste par sa présence. Il rôde près du filet, il travaille en arrière du filet, revient dans l'enclave, revient dans les cercles. Il demande une attention particulière quand même sur la glace, surtout quand tu as un gars comme Cooley qui est au centre, puis que là, à un moment donné, il se met à tricoter un petit peu dans la zone, puis là, tu commences à perdre le focus sur des joueurs. Tu commences à être un peu aimanté par la rondelle. Puis des gars comme Gauthier, justement, réussissent à se démarquer, puis réussissent à trouver des endroits où ils peuvent être dangereux. Puis un gars comme Cooley, comme je dis, est tellement intelligent, trouve ces joueurs-là, puis Gauthier en a profité beaucoup. J'ai trouvé qu'en échec avant, il appliquait quand même une bonne pression sur les défenseurs. On l'a vu appliquer de bonnes mises en échec aussi à l'occasion. Je pense qu'il pourrait être un petit peu plus mean, mais il le faisait quand même. Il a donné de bonnes mises en échec. Puis il a un bon tir. Fait que, tu sais, quand il est près du filet, puis qu'il y a une seconde, la petite seconde de plus qu'il peut avoir, ou quand il se la fait mettre sur le T lui aussi, avec l'espace qu'il y a, avec le gabarit qu'il y a, il y a beaucoup de chances que ça rentre. Le problème que j'ai eu là-dessus du côté à l'aile, c'est que je trouvais que il a été un petit peu plus dépendant de Cooley que les autres alliés qui ont joué avec Cooley, dont Snuggerud. Il y a eu des moments McGroarty aussi qui a joué. Donc je trouvais que Gauthier il a profité un peu plus de l'intelligence de Cooley que d'autres joueurs parce que c'était pas il se la faisait mettre sur la palette. Puis des fois, quand que tu te la fais mettre sur la palette et que tu as un filet désert, c'est dur d'en manquer. Alors que d'autres joueurs, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu plus créatifs pour justement garder la rondelle, pour alimenter les autres, pour se donner eux-mêmes des espaces puis des occasions de marquer. Au centre, Gauthier a joué 12 matchs, si j'ai bien calculé puis si je me souviens bien. Il a joué des matchs alors que, au moins 9 de ces matchs-là, alors que soit Cooley ou soit Nazar n'étaient pas dans la formation. Fait qu'il a joué au centre. Il joue au centre avec Snuggerud puis Rutger McGroarty, justement. Puis, c'est là que moi, j'ai trouvé que son jeu avait changé un petit peu parce qu'il simplifiait un peu plus les choses. Puis, je pense que ça l'a permis un peu de camoufler son manque de créativité, son manque de vision, la légère imprécision de ses passes dont j'avais parlé justement dans notre mid. Donc ça, mais j'ai aimé ça. J'ai aimé le fait qu'il soit un petit peu plus simple, qu'il soit un petit peu moins... peut-être moins j'attends de me la faire mettre sur la palette, puis un petit peu plus travail un peu plus simple, travail le long des bandes, un peu plus rugueux. Donc ça, j'ai aimé ça. Puis là, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais là, ça va être un joueur de centre dans la Ligue nationale. » Moi, je sais pas. C'est pas un gars qui est cérébral sur le jeu avec la rondelle. Fait que c'est pas le genre de gars, je sais pas si c'est le genre de gars qui va vraiment alimenter ses coéquipiers, qui va vraiment les rendre meilleurs alors que lui est au centre. Puis c'est ça qui me fait peur un peu. Je le verrais plus comme un ailier, moi, personnellement, parce qu'il me donne plus l'impression d'être un finisher de jeu. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Cette année, il va jouer pour... je me semble que c'est Boston College dans la NCAA. Ils veulent l'utiliser au centre. On va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'il va falloir qu'il améliore sa créativité, sa prise de décision puis sa vision d'ensemble s'il veut jouer au centre parce que à un moment donné, je pense que si tu le repêches dans le top 10, comme je pense lui aussi qu'il va sortir, tu dois avoir une certaine valeur. Puis je sais pas à quel point sa valeur au centre, si ça devient un centre de 35-40 points, si ça peut se mériter une meilleure valeur que s'il était à l'aile puis il pouvait faire 30 buts puis 60 points.
Donc ça, on va voir ce que ça va donner. L'équipe qui va le repêcher va peut-être être plus en mesure de le dire, mais moi, je le vois à l'aile pour l'instant, Cutter Gauthier, puis c'est mon 18e choix. Au 17e rang, c'est l'Autrichien Marco Kasper. Je pense qu'il a monté lui aussi beaucoup dans les rangs. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à le trouver bon, puis à l'aimer à cause de ses séries de la SHL, à cause de son jeu au championnat mondial de hockey. Mais tu sais, nous, on en parlait depuis déjà longtemps. Kasper, c'était dur un peu de détester son jeu. Parce que c'est un attaquant qui joue à un rythme hyper élevé. Il est souvent impliqué un peu partout sur la patinoire, que ce soit en échec avant, à l'attaque, en défensive, en zone neutre. C'est vraiment le genre de gars qui peut être une petite bougie d'allumage, un petit joueur tannant. Que tu peux insérer dans ton équipe puis qui va justement venir un petit peu aller sous la peau des joueurs de l'autre équipe. Un peu comme Juraj Slafkovský, Kasper il a joué beaucoup de hockey cette année, puis il a joué dans plusieurs niveaux, puis il a même il a joué dans un tournoi à un moment donné avant le championnat mondial, là, un peu plus tôt dans l'année, au mois de janvier, février, si je me souviens bien. Il a joué contre la France, puis c'était des adultes, là. C'était pas des joueurs juniors de France, là. Donc, il a joué dans beaucoup de niveaux. Puis, il n'a jamais paru faible, en fait, sur le jeu par rapport aux autres joueurs qui étaient contre lui. Même dans la SHL, il a connu une bonne saison là, pour un joueur admissible au repêchage. Il a été quand même très efficace. On a fait une vidéo d'observation en temps réel sur la chaîne, puis vous avez pu le voir à quel point il travaillait quand même bien, puis que le moteur roulait beaucoup. Mais en série, c'est vraiment là qu'il a explosé, selon moi. C'est vraiment là que son niveau de jeu a augmenté, puis son stock aussi pour le repêchage a grimpé. On a vu sa hargne, on a vu sa fougue, son intensité. Son travail près du filet, ça a vraiment fait de lui tout le temps un des meilleurs attaquants de Rögle en série. De match en match, c'était toujours un joueur qu'on remarquait. J'ai pas vu tous les matchs en série, évidemment, mais j'en ai vu quelques-uns. Puis, à toutes les fois, on le voyait sur la glace. On se disait, OK, c'est probablement un des 3 meilleurs attaquants de Rögle dans ce match-là, sans hésiter. C'est pas, tu sais, là, on se le cachera pas, là. C'est pas un patineur comme Connor McDavid, là, ou Matthew Barzal, des gars de même. Mais je pense que Kasper, il patine bien. Puis je pense qu'il a une bonne accélération aussi. Fait que ça peut être ça qui l'aide justement à être un peu impliqué partout. Parce qu'il est capable de, peu importe si c'est en échec avant, en repli, son patin l'aide beaucoup. Puis, évidemment, c'est ça. C'est pas les aptitudes offensives les plus élites. Je sais peut-être son upside offensif, moi, je le vois pas comme un gars de 75-80 points dans la Ligue nationale. Mais il y a un flair pour le filet. Il y a quelque chose dans son jeu, justement par le fait qu'il fonce au filet, qu'il va dans les espaces, qui va bien se transposer dans la Ligue nationale parce que encore une fois, les buts se marquent là. Les buts se marquent près du filet, dans l'enclave, entre les deux cercles. Donc, c'est ça. C'est toujours le style de jeu que Kasper préconise. Il fonce au filet. Il s'en va mettre un peu de chaos dans l'enclave. Il s'en va mettre un peu de chaos dans les cercles de mise en jeu. Donc, ça, c'est quelque chose qui se transpose super bien dans la Ligue nationale. Puis même on l'a vu, moi ce que j'ai aimé encore plus de tout, je pense, c'est qu'on le voyait baveux de temps en temps après les sifflets. On l'a vu au championnat mondial de hockey junior contre le Canada. L'Autriche était en train de se faire démolir. Puis c'était encore le premier à aller picosser les joueurs du Canada. C'était rendu 10-1, puis là il picossait, puis il faisait son pan, puis c'était vraiment intéressant de voir ça. Puis moi, ça, à toutes les fois que
À toutes les fois que je vois un joueur comme ça faire ça, ça me dit que c'est un joueur qui est un peu professionnel, mais surtout qui a pas peur du défi, qui est pas intimidé, qui accepte pas la victoire. Je vais, à toutes les fois, même si qui accepte pas la défaite, en fait, même si c'est 10-1, je vais continuer à te gosser, puis tu l'auras pas facile quand même. Puis on le voyait sur la glace, justement, pour l'Autriche, c'était un des joueurs des plus dangereux, puis il continuait toujours à rouler. Donc c'est ça, il y a beaucoup de cœur. Tu sais, c'est pas nécessairement... Oui, il a du talent, mais je pense que son niveau de cœur fait en sorte que on passe peut-être un petit peu par-dessus le fait que son talent est un petit peu moins élevé que d'autres personnes. Même s'il est très talentueux, là, trompons-nous pas. Il y a des gens qui le voient au centre. Moi, je le vois pas au centre. Encore une fois, je sais qu'il est capable de jouer au centre, un peu comme Gauthier qu'on vient de parler. Je sais qu'il est capable de faire du bon travail en repli pour aider ses défenseurs. Travailler le long des bandes pour sortir des rondelles, amorcer des relances. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais je pense qu'on enlèverait aussi son efficacité en le mettant au centre parce que je pense que le fait qu'il fonce au filet à l'aile puis qu'il soit toujours un peu le nez dans la cuisine fait en sorte que ça lui donne plus de chances de marquer des buts, de compléter des jeux. Je pense que, tu sais, mettons-le avec un Connor McDavid, justement, dont je parlais. Un gars comme Casper qui fonce au filet puis qui attend de se faire tout simplement mettre la rondelle sur la palette et de faire dévier des rondelles. C'est un gars qui marquerait 25-30 buts par année. Donc je sais pas. J'aimerais mieux le voir à l'aile parce que je pense qu'on gaspillerait un peu de son talent puis qu'est-ce qu'il peut amener sur la patinoire puis dans une équipe si on le plaçait au centre. Au 16e rang, c'est le défenseur Denton Mateychuk des Warriors de Moose Jaw. Et je pense que pendant toute la saison, j'ai essayé vraiment de défendre un peu Mateychuk. Je me souviens dans notre classement préliminaire, Pascal puis Matt l'avaient un peu plus bas. Puis là, moi, j'essayais de le défendre parce que je l'avais 19e ou dans ce coin-là. Il y a les atouts offensifs, Mateychuk. Mais c'est un peu un cas un peu particulier, Mateychuk, parce que c'est un mélange de jeu échevelé, de jeu un petit peu... il est impliqué un peu partout. C'est efficace, mais en même temps, on peut noter une différence de niveau entre son travail en offensive puis son travail en défensive. En attaque, j'ai trouvé que il était beaucoup impliqué sur le jeu. Il est un peu partout sur la patinoire. Quand la rondelle est près de lui, il est prêt à aller l'attaquer. Si une rondelle libre, il va essayer d'aller la récupérer. Que ce soit n'importe où. Là, il est tellement... On dirait qu'il il y a pas un jeu dans lequel il veut pas être impliqué. Puis ça, ben c'est très le fun, sauf que ça reste que c'est un défenseur. Tu sais, un attaquant qui fait ça, ok, on a du plaisir à voir ça, mais un défenseur, ça vient avec son lot de risques malgré tout. Sauf qu'à l'attaque, Mateychuk a une bonne vision, tu sais, il a une belle créativité, il facilite le travail de ses coéquipiers, il leur met de bonnes rondelles, surtout à l'attaque. Donc c'est ça, il aime ça contrôler la rondelle. Puis des fois, ben c'est ça. C'est un petit peu son désavantage. C'est que ses passes en relance sont des fois sont un petit peu ordinaires. Mais quand il contrôle la rondelle en attaque, quand il ramène la rondelle à partir de sa zone jusque dans la zone neutre ou en zone adverse, c'est là que oui, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne un peu moins. Mais quand même, il est quand même toujours un peu impliqué. En avantage numérique, on a été un peu surpris de le voir utilisé. Il était utilisé comme bumper en avantage numérique avec Moose Jaw. Sauf que, évidemment, là, à un moment donné, je pense que c'est le fait que... Moi, je trouve qu'il y a un bon lancer, mais il n'y a pas un lancer hyper dévastateur. Puis quand tu as des triggermen comme Jagger Furcus ou Braden Yeager... c'est sûr que l'entraîneur-chef, il est quand même... Il doit comprendre que Mateychuk, c'est un gars qui est peut-être plus utile comme bumper parce qu'il a cette capacité à distribuer la rondelle
Puis peut-être que justement son lancer close range dans l'enclave, il a plus de chances de percer le gardien que son lancer de la pointe. Donc un gars comme Furcus puis Jaeger, eux autres, leur lancer est tellement dévastateur qu'ils vont marquer de n'importe où, alors que Mateychuk, c'est peut-être un peu différent. J'ai pas trouvé que son coup de patin était mauvais, mais c'est vrai que ça arrive que les mouvements sont un petit peu moins fluides des fois, de certaines directions, des petits mouvements de patin, des mouvements de hanches ou coordination un peu des fois qui sont ça me laisse un petit peu à désirer. Moi je suis pas un expert de patin, mais des fois des pivots un petit peu approximatifs, on les note là quand même. Mais il est quand même capable de suivre son joueur, c'est juste que des fois ça devient un peu compliqué. En défensive aussi, des fois il se laisse aimanter par la rondelle, il se laisse aimanter par le jeu devant lui, puis il échappe quelques couvertures. J'ai vu des matchs où il a été bon en défensive, efficace, puis j'ai vu d'autres matchs où quand la chaîne a débarqué, la chaîne a débarqué pour vrai. Là. Ça a été très difficile, c'était très périlleux dans sa zone. Puis on dirait que c'était l'avalanche. C'est que là, il y avait un mauvais jeu, puis il a suivi d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre. Donc peut-être aussi, il y a ce côté mental-là qui doit juste reprendre le focus, reprendre son calme avec la rondelle. Donc, ça, évidemment, ça aussi, ça peut s'améliorer. C'est pas un gars qui est hyper physique. Je l'ai vu donner quelques bons coups d'épaule. C'est ça, il est pas hyper méchant, mais ça n'en laisse pas imposer quand même non plus. Il y a beaucoup de personnes, en fait, je ne veux pas dire beaucoup de personnes, il y a certaines personnes qui voient un petit peu de Cale Makar dans son style de jeu, évidemment, encore une fois, on les compare pas. Sauf que Makar, ce qui a fait en sorte qu'il est devenu tellement bon dans la Ligue nationale, c'est que il est devenu très bon en défensive aussi. Puis on l'a vu justement en série contre les Oilers quand il était marqué contre Connor McDavid. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui sont capables de faire ça dans la Ligue nationale, de le marquer de cette façon-là, de le suivre côté patin. Donc, est-ce que Mateychuk il peut en faire autant? C'est là vraiment que j'ai des petites inquiétudes. Mais je le vois vraiment comme un défenseur un numéro 4 lui aussi, avec une capacité de travailler en avantage numérique, puis une capacité de justement créer des jeux puis faciliter le travail pour ses coéquipiers. 16e rang, donc, Denton Mateychuk. Au 15e rang, j'ai le Russe Ivan Miroshnichenko. Puis moi, c'est un joueur que j'ai considéré top 5 ou proche du top 5 depuis le début. Puis c'est depuis, en fait, qu'il avait été dominant là, au championnat mondial des moins de 18 ans en 2021. Puis j'avais pas eu de mauvais visionnement aussi à la Coupe Linka Gretzky au mois d'août, août 2021. Donc c'est ça, j'avais des attentes pour lui dans la VHL cette saison parce que il y avait le profil. On savait qu'il y avait le profil pour faire du dommage, puis il y avait peut-être le profil pour jouer avec la Russie au championnat mondial de hockey junior. Ça a mis un peu de temps avant de se mettre en marche. Mais j'avais jamais désespéré dans son cas. Je pense que Miroshnichenko, quand il est dans de bonnes dispositions, ça peut être un des meilleurs joueurs sur la glace des deux équipes là, à tout moment. Sa qualité première, c'est son tir foudroyant, son tir sur réception. Il est vraiment dangereux. Encore une fois, s'il y a une petite seconde de plus, là, puis il est près du filet, il est près des cercles, les gardiens ont vraiment des difficultés. Puis c'est un genre de lancer que tu sais que peu importe où il va être dans sa carrière, que ce soit VHL, s'il va jouer dans la KHL l'an prochain, s'il va jouer dans la Ligue nationale dans 4-5 ans, peu importe, ça va être ça son atout. Ça, il n'y aura pas de question là-dessus. Il est capable de créer un peu de choses avec la rondelle quand même, mais c'est pas un gars créatif. Je pense qu'il c'est pas un mauvais passeur, mais c'est pas ça comme je dis, c'est pas ça sa game. Puis évidemment, c'est pas sa qualité première non plus. Il a un bon gabarit, puis il a une bonne vitesse. Je sais que Matt Paradis parlait de lui comme un train.
Quand il se met en marche, quand il va nord-sud, oui, ça peut être très, très difficile pour les défenseurs, surtout en zone neutre. Quand il se met à aller en pleine vitesse, puis que le défenseur doit le matcher avec le patin de reculon ou de tenter un pivot, Miroshnichenko, il est pesant, il baisse l'épaule, il est capable de faire la différence de ce côté-là. Son jeu le long des bandes, il n'est pas mauvais. Il est capable de travailler, d'aller récupérer des rondelles. Il va devant le filet, il se fait bousculer, il tient sa position quand même. Mais le problème avec Miroshnichenko, c'est parce qu'il y a un problème, il semble avoir un problème d'attitude. Il semble avoir un problème aussi d'intensité. C'est que son niveau de compétition n'est pas toujours élevé. Moi, je l'ai vu faire des gestes de frustration quand la rondelle n'allait pas dans sa direction, quand il y avait un revirement d'un de ses coéquipiers. C'est des choses qui se corrigent, mais ça demande du coaching. Puis des fois, il y a des joueurs, ça leur prend beaucoup de temps à se faire coacher. Alex Ovechkin, c'était un marqueur, puis ça a pris énormément de temps avant qu'il comprenne que pour être un leader, il devait faire les petites choses sur la patinoire. Puis à un moment donné, quand il a commencé à s'en rendre compte, c'est là que les Capitals ont eu plus de succès, puis ils ont gagné la Coupe Stanley. Donc Miroshnichenko, c'est pas, je compare pas à Alex Ovechkin, mais c'est ce genre-là. Est-ce qu'il est prêt à se faire coacher? Est-ce qu'il est prêt à accepter le fait que c'est un jeu d'équipe? Tu vas avoir des revirements. Tu vas en commettre toi aussi. Tout le monde est là en équipe. On est en jeu de 5. On s'encourage. On fait progresser la rondelle en unité de 5. Donc, est-ce qu'il va être capable de comprendre ça? C'est pas impossible. Nous, on n'y a pas parlé, on le connaît pas, mais il doit améliorer ça. Il doit améliorer le fait qu'il triche aussi beaucoup dans son territoire. Le défenseur, il récupère la rondelle en arrière de son filet. Il est déjà rendu dans zone neutre. Ça pardonnera pas dans la Ligue nationale. Puis, s'il joue dans la Ligue nationale puis il fait ce genre de jeu-là, ça sera pas long qu'il va se faire mettre au bout du banc. Puis, peut-être même dans les estrades, sur la galerie de presse, peu importe, qu'il a mangé du popcorn. Donc, il doit absolument devenir professionnel. Il doit absolument devenir plus sérieux nord-américain, parce que si tu veux jouer dans la Ligue nationale, dans la KHL, tu fais ce que tu veux, mais dans la Ligue nationale, il y a une façon de jouer au hockey. Puis ces joueurs-là doivent se fondre à ce jeu-là, parce que c'est comme ça que ça joue en Amérique du Nord. On l'a vu, le pire de tout, c'est qu'on l'a vu en désavantage numérique au tournoi à la Coupe Linka Gretzky. Son entraîneur, il l'utilisait quand même en désavantage numérique de temps en temps. Fait j'ai l'impression que c'est ça. Ça va être juste le fait de prendre l'expérience de la maturité, lui aussi. Puis son rythme, évidemment, n'était pas élevé. Là, on a appris que, il y avait eu des problèmes de santé. Peut-être que ça a eu un rôle à jouer là-dessus. Mais bon, pour la somme de tous les talents, moi, je trouve qu'au 15e rang... En fait, moi, je l'ai placé au 15e rang parce que mon échantillon, je trouvais qu'il était assez bon pour le classer là, même si je ne l'ai pas vu à partir du mois de février. Sauf que c'est un risque quand même pour une équipe. Mais je pense qu'à partir du 26, si mettons le Canadien, là, au 26e rang, puis qu'il est disponible, c'est un genre de joueur, je pense que c'est un high risk, high reward. Puis le reward, ça pourrait être un gars de 35-40 buts. Là. Donc c'est ça. Faut vraiment une équipe qui a 2 choix comme ça en première ronde, ou même le 33e choix qui est c'est pratiquement un choix de première ronde aussi. Le Canadien, je pense pas qu'il peut se permettre de passer 2 fois sur un joueur comme ça, si évidemment il est toujours disponible à ces rangs-là. Mais oui, moi top 15, je l'ai mis là parce que l'échantillon était assez bon de ce que j'avais vu, le talent est là. Mais c'est ça, juste quelques petites affaires à améliorer, puis je pense qu'il y a encore un talent top 10 Miroshnichenko, puis je veux le voir dans la Ligue nationale, puis j'espère que ses problèmes de santé on sait que ça s'est réglé, là, parce que je pense qu'il est capable de jouer à ce niveau-là plus tard. Au 14e rang, c'est le joueur de centre du Ice de Winnipeg, Connor Geekie. Connor Geekie, le favori de plusieurs premiers au total, et puis maintenant il est plus favori de personne, il est presque plus dans le top 10.
J'ai été surpris, moi, cette saison, quand j'ai vu des personnes qui l'ont placé dans le top 3. Même au premier rang, tu sais, c'est un bon joueur de hockey, Connor Geeky, très bon même. Mais je le voyais pas. Je le voyais pas. Moi, il y a pas de. Il y a pas des qualités élites pour prendre la place de d'autres joueurs, selon moi. Au premier, tu sais, je parle au premier rang, dans le top 3. Là. Rendu au 14e comme j'ai en ce moment, moi je suis à l'aise avec ce rang-là parce que Geeky, il a le physique. Il mesure 6 pieds 4, pèse 205 livres. Il a une bonne reconnaissance des jeux offensifs et défensifs. Il est intelligent sur la glace. Des fois, je trouve qu'il s'éparpille un petit peu, mais en même temps, il est jamais vraiment en mauvaise position. Il est jamais loin du jeu. Donc, il est toujours impliqué quand même dans les 3 zones. Même si la rondelle n'est pas nécessairement près de lui, il suit ses gars. Il sait où se positionner. Donc, il y a quand même il y a cette reconnaissance-là, cette intelligence-là qui fait en sorte que c'est un bon joueur de centre, selon moi, dans la WHL, mais aussi pour développer. Son tir, je pense qu'il est capable d'avoir un tir violent, sec. Surtout quand il y a du temps, quand il y a de l'espace, ça rentre beaucoup. Il va battre les gardiens clean. Il est capable d'alimenter ses coéquipiers aussi dans le feu de l'action. Des passes, des fois, c'est des belles petites passes bien positionnées, bien placées pour les attaquants. Des attaquants qui s'en vont rejoindre la rondelle. Donc, il place la rondelle à un endroit où est-ce que son coéquipier n'a pas à casser son accélération. Donc, ça, c'est bien. Sans nécessairement être le gars le plus physique. C'est un gars de 6 pieds 4, comme je disais, mais il travaille bien le long des bandes quand même, Geeky. À mon avis, c'est ça. C'est peut-être pas le gars le plus hargneux le long des bandes, mais je pense qu'il s'en laisse. Encore une fois, lui-ci, il s'en laisse pas imposer, puis il n'a pas le choix à 6 pieds 4, 205 livres. Mais il travaille bien avec le bâton, il lâche pas. Il baisse l'épaule, se met un peu plus bas, barre un peu les mains des joueurs adverses avec son corps. Donc, il est quand même bon pour récupérer les rondelles de ce côté-là. C'est sûr que son patin, c'est ça. C'est un énorme point d'interrogation, je pense, pour plusieurs personnes. Puis, il y a quelqu'un qui lui a parlé, qui l'a interviewé, qui m'a dit, puis je vais le nommer, c'est Marco D'Amico. Il m'a dit que ça faisait 5 ans qu'il essayait d'améliorer ce patin-là. C'est ce que Geeky lui a dit même. Donc tu sais, il y a quand même quelque chose là-dedans qui est un peu alarmant. C'est que là, si ça fait 5 ans qu'il essaie d'améliorer son patin, puis que là, il l'améliore pas, à 6 pieds 4, 205, il est déjà mature physiquement, donc ça va peut-être être juste d'améliorer la technique. Bon, tu sais, c'est ça. Il y a quelque chose qui est un petit peu à retenir. Tu sais, ça retient mon attention là-dessus parce que il y a un peu moins de marge de manœuvre pour améliorer son patin, et surtout si en plus de ça fait 5 ans qu'il essaie. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais patineur. C'est pas un. Je suis peut-être moins sévère que d'autres personnes côté patin, puis je comprends que la Ligue nationale, c'est une ligue de patin. Mais des fois, il y a une façon d'être efficace quand même, sans nécessairement être une fusée. Puis j'essaie de miser là-dessus quand je regarde certains joueurs. Puis je pense que Geeky a tellement quand même une bonne intelligence que il serait capable de s'en tirer dans la Ligue nationale. Mais c'est sûr que son plafond est peut-être moins élevé à cause que justement, il y a ce patin-là qui lui nuit un petit peu. Il manque d'explosion, mais quand il se met en marche, on l'a vu, là, on l'a vu faire des montées. Il prenait la rondelle dans son territoire, puis il n'y avait pas personne devant lui, puis ensuite de ça, il y avait 2, 3, 4 enjambés, et là, il était parti en vitesse, et là, c'est là qu'il est dur à arrêter. C'est une chose que moi, j'ai commencé aussi à observer qui m'a dérangé à la mi-saison, puis j'en ai parlé dans notre mid. C'est qu'en avantage numérique, j'ai trouvé qu'il n'analysait pas super bien les options. Donc, ça fait en sorte que les gens disaient « Oui, mais Matthew Savoie, il fait beaucoup de points en avantage numérique. »
Ben, regardez les deux joueurs, puis vous allez comprendre pourquoi Matthew Savoie fait plus de points en avantage numérique. Parce que, premièrement, il est plus efficace avec la rondelle, il est meilleur pour retrouver ses coéquipiers, puis il est meilleur pour servir d'appât ou même donner les rondelles à des endroits qui peuvent être dangereux pour leurs coéquipiers. Donc, moi, c'est ça. C'est pour ça que je trouvais que ces jeux étaient télégraphiés à Geeky ou simplement erronés. Une prise de décision ordinaire, lancer ça dans le toutou. C'est ça. J'aurais aimé qu'il améliore un peu ça cette année, mais en même temps, c'était peut-être pas son pain et son beurre, fait que c'est correct aussi. Je l'ai pas tant pénalisé pour ça, mais c'est sûr que ça m'a un peu dérangé. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que moi je voyais la différence entre lui et Savoie. Je veux pas comparer les joueurs, mais je trouve que mon évaluation de Geeky ressemble beaucoup à celle de Anton Lundell. V'là quelques années, v'là 2 ans, si je me souviens bien, en 2020. Je le vois comme un deuxième centre efficace dans les 3 zones, mais je le vois pas dépasser genre 60 points dans la Ligue nationale, 55 points dans la Ligue nationale. Parce que je trouve que le côté offensif élite, il est pas tout à fait là. Je pense que Geeky, c'est un bon joueur de centre, c'est un joueur de centre qui est capable de produire, mais dans la Ligue nationale, j'ai de la misère à le voir étiqueté comme un premier centre. Puis, étant donné qu'il ne sera pas un premier centre, c'est bien rare des deuxièmes centres de 80 points dans la Ligue nationale. Là. À moins que tu aies une équipe offensive et extraordinaire. Là. Mettons, on parle de Malkin, Crosby, des gars comme ça. Là. Mais, ouais, exactement. Donc, c'est ça. Connor Geeky, moi, je le vois pas dépasser 60 points dans la Ligue nationale. Je le vois pas dépasser le deuxième trio. Donc, je suis convaincu qu'il va être efficace dans la Ligue nationale dans 5-10 ans. Mais je peux pas le monter plus que ça parce que je vois pas l'upside offensif. Puis le patin, évidemment, s'il est pas capable d'améliorer ça, ça va être un petit peu plus compliqué à aller chercher son potentiel de points plus élevé. Au 13e rang, j'ai le défenseur des Thunderbirds de Seattle, Kevin Korchinski. Puis un peu comme Gauthier, Kevin Korchinski, c'est un gars qui a grimpé les échelons cette année pendant la saison. Puis de son côté, j'ai été un petit peu plus apte à comprendre pourquoi il montait, sans nécessairement qu'il soit dans le top 3 pour la centrale, puis Craig Button, puis toute cette gang-là. Je comprenais pourquoi il était haut. Parce que Korchinski, déjà, bon, il a un bon gabarit quand même. Je pense qu'il est 6 pieds 2, 185. Puis ce qui ressort le plus de son jeu, ben, c'est sa mobilité. Il a une excellente mobilité. Puis aussi, ses passes. Que ce soit en relance, que ce soit en avantage numérique, pour trouver des coéquipiers en zone offensive, il met la palette. Il met la rondelle sur la palette de ses coéquipiers. Puis, il est capable de leur faire terminer les jeux. C'est un peu comme Cooley à l'attaque. Quand Korchinski te met la rondelle sur le tape, c'est parce que tu finis le jeu. Tu vas finir le jeu. En tout cas, c'est pas tout le temps, là, mais Korchinski, c'est le genre de gars qui va te mettre la rondelle. Puis si t'es bien positionné, si t'es en mesure de tirer, tes chances de marquer sont hyper élevées. Puis c'est pas pour rien qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu 62 mentions d'assistance cette année, Korchinski, parce que c'est ça. C'est un gars qui était tellement bon pour retrouver ses coéquipiers sur la patinoire, puis pour leur placer des rondelles aux bons endroits. Sa vision est excellente. Sa vision offensive. Il analyse très bien les lignes de passe. Il analyse bien les endroits où est-ce qu'il peut placer la rondelle entre un bâton, entre un patin, pour que ça trouve un coéquipier. Donc ça a été impressionnant de le voir jouer cette année, Korchinski. C'est pas un défenseur qui décoche beaucoup de lancers. Beaucoup de lancers frappés non plus. Mais en série, j'ai trouvé qu'il s'essayait un petit peu plus. Les Thunderbirds étaient en finale. Puis, je trouvais qu'il s'essayait un peu. Là. Donc, il y a eu ce côté-là de son jeu qui a été un petit peu plus. Qui est un peu plus ressorti
à mon avis. Moi, je l'ai surnommé un peu Monsieur Pivot. Parce que c'est... Le nombre de pivots qu'il fait dans un match, c'est assez... un peu comme qu'il y a ici, mais Korchinski, c'est x2. Il se défait souvent de la pression de cette façon-là. Tu sais, il se fait presser, puis là, hop, un pivot. Un autre pivot. Des fois, ça m'a chicoté un petit peu parce que là, il faisait des pivots, et là, des fois, hop, il perdait la rondelle ou il se mettait dans un entonnoir où la pression continuait à aller sur lui. Donc, c'est ça. Il y a eu... J'aimerais des fois qu'il simplifie un peu son jeu, puis qu'il diminue un peu les risques en défensive, parce que Korchinski, c'est un gars qui tente beaucoup de choses sur la glace. Il réussit beaucoup de choses, mais il rate beaucoup de choses aussi. Puis, il est sujet à beaucoup de revirements. Donc ça, c'est quelque chose qui, à l'attaque, c'est très plaisant. Je me souviens, à Montréal, on chialait après Piquet-Souban. Piquet, il essayait beaucoup de choses. Quand ça fonctionnait, c'était donc plaisant. Puis quand ça fonctionnait pas, puis là, il y avait une échappée, puis le Canadien se faisait marquer un but. Là, Piquet, il fallait qu'il aille sur la galerie de presse. Donc, c'est ça. Korchinski, c'est... Encore une fois, je veux pas comparer les deux joueurs, mais Korchinski, c'est ce genre de choses-là. Doit doser un petit peu aussi de temps en temps. Parce qu'on dirait des fois qu'il aime son talent. Puis il a le droit de l'aimer parce qu'il est très talentueux. Mais des fois, juste, tu sais, faire un jeu un peu plus simple, faire un jeu à plus haut pourcentage qui va donner la même genre de progression que si tu tentes un long coup risqué. Ça, j'aimerais ça voir ça. Korchinski, c'est pas le gars le plus physique, mais il a pas peur d'utiliser son corps pour éviter de se faire déborder, puis pour protéger le centre. Mais c'est surtout avec son bâton qui est efficace. À 6 pieds 2, il a une longue portée. Puis je trouvais qu'il lisait bien les joueurs adverses. Mettait les rondelles mettait la palette sur les rondelles. Donc c'était bien. Donc des fois, il se faisait un peu contourner. Pas parce qu'il était lent, mais parce qu'il y avait un joueur qui était déjà en vitesse, mais le bâton était là. Donc je suis sûr et certain que ces habiletés pures, ils vont se transposer dans la Ligue nationale. Ça, les habiletés pures offensives, surtout, vont se transposer dans la Ligue nationale. Ça, j'ai absolument aucun problème avec ça. Mais je ne sais pas s'il est assez complet pour être sur une première paire. Si tu as une équipe qui veut faire progresser la rondelle, qui veut relancer l'attaque rapidement, c'est ton homme. Korchinski est très bon. Mais je pense que ça va être le genre de gars qui va devoir être appuyé par un défenseur plus défensif. Puis là, je reviens à Piquet-Souban. Puis là, encore une fois, je les compare pas, je vais le répéter. Mais Piquet, quand il jouait avec Al Gill, ça avait l'air d'être deux personnes complètement différentes, mais c'est ce qui faisait en sorte qu'il était bon. Al Gill, hyper défensif, il couvrait ses arrières, Piquet, lui, allait à l'attaque, puis let's go. Ou même encore mieux, quand il jouait avec Markov, c'était encore mieux. Markov était excellent dans les 3 zones. Puis Piquet, il prenait un peu plus de risques, mais Markov était là pour le couvrir. Donc Korchinski, c'est ce que je vois. Un défenseur, je pense que ça va être un bon numéro 3 dans la Ligue nationale, qui va devoir être un peu appuyé par un défenseur défensif. Au 12e rang, j'ai le défenseur russe Pavel Mintyukov, défenseur du Spirit de Saginaw dans la OHL. Puis, ce qui est particulier de Mintyukov, c'est que je me souvenais très bien d'avoir entendu son nom dans des visionnements croisés dans la MHL en Russie, il y a de cela 2 ans. Mais il savait jamais attiré mon regard. Donc, Mintyukov, moi, j'ai commencé à le regarder au début de l'année, cette année. Parce que il a commencé à avoir son nom un peu partout au mois de novembre. Il commencé à avoir des recruteurs, dont le Hockey Prospect qui parlait de lui avec Mathias Sapovaliv. Puis là, j'ai décidé de commencer à le surveiller. Donc, j'avais pas eu beaucoup de visionnement quand on a fait notre préliminaire au mois de novembre. Puis c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à le regarder plus attentivement cette année. Puis c'est vraiment difficile de ne pas l'aimer. Mintyukov,
Je porte pas toujours attention aux points quand on parle d'espoir, mais quand un défenseur termine la saison au premier rang de son équipe, c'est sûr que c'est intriguant. C'est sûr que ça attire l'œil un peu. Puis Mintyukov, c'est un défenseur qui, je pense qu'il coche beaucoup de cases pour moi. Puis vous allez comprendre pourquoi je l'ai devant Korchinski. C'est un bon patineur, c'est un bon passeur. C'est un bon fabricant de jeu. Son lancer est pas mauvais. Frappé, tire des poignets. C'est ça, c'est tir sur réception, évidemment. En attaque, je trouve que ses relances sont bonnes. Il contrôle bien la rondelle. Il est capable d'analyser les espaces. Il calcule bien ses percées. Évidemment, ses passes sont bonnes en relance aussi. Donc, tu sais, déjà là, si on compare à Korchinski, il n'est pas tout à fait loin de Korchinski à ce niveau-là. La différence, elle est là, elle est en défensive. J'ai trouvé que Mintyukov, il lisait mieux les couvertures. Il était capable d'appliquer quelques petites mises en échec à l'occasion. On l'a vu s'essayer au centre quelques fois cette année. Il essayait d'en pincer un la tête basse. Travaillait bien le long des bandes. Couvrait bien son homme. Des fois, des bons switches de couverture. Des bonnes reconnaissances de qui il doit couvrir. De qui a la rondelle, où je dois me positionner. Donc, Mintyukov était là. Bon bâton aussi. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé dommage de Mintyukov cette année. C'est qu'on dirait qu'il semblait être trop intelligent pour la plupart de ses coéquipiers. Puis je m'explique, le Spirit de Saginaw, c'est une équipe qui a eu la deuxième pire fiche de la OHL cette année. Puis c'est pas pour rien qu'ils vont repêcher. En fait, au premier rang, ils ont sélectionné l'exceptionnel Michael Misa. Mais pour revenir à Mintyukov, c'est que des fois, Mintyukov, il lisait bien les jeux. Il attaquait bien un espace en zone offensive. Si la passe arrivait vers lui, c'était une occasion de marquer une prime scoring chance. C'était un haut niveau, et la passe n'arrivait jamais. La rondelle n'arrivait pas. Donc, Mintyukov se trouvait à s'avancer pour rien. Et là, ensuite de ça, il devait se replier rapidement parce que la rondelle, il y a eu un revirement ou un tir qui a raté le filet ou peu importe. Puis il réussissait quand même à se replier le plus qu'il pouvait. Donc, c'est ça. Je me demande un petit peu du côté de Mintyukov si le fait qu'il a joué dans une équipe aussi mauvaise, ça lui a donné plus d'opportunités. Donc, il jouait beaucoup de minutes, 28-29 minutes. Il a fait beaucoup de points parce qu'il était utilisé à toutes les sauces, il était utilisé beaucoup. Donc, c'est ça. J'essaie de me demander si est-ce que c'est vraiment un défenseur de première paire dans la Ligue nationale de hockey ou est-ce que le fait que son équipe était tellement mauvaise, il a peut-être eu un petit peu plus de crémage dans son jeu à cause de ça. Parce que justement, il y avait les points, parce qu'il y avait les occasions pour avoir ces points-là. Sauf que, dans l'ensemble, je pense que Mintyukov est plus complet. Donc, si moi, je le vois comme un 3, comme Korchinski, mais j'ai peut-être plus de chances de le voir comme un 2, en fait, pour la première paire que Korchinski, parce que son jeu d'ensemble, son jeu en désavantage numérique, son jeu en avantage numérique, plus efficace à mes yeux. Puis c'est la raison pourquoi je l'ai 12e. C'est le deuxième défenseur le plus élevé dans ma liste. Et puis au 11e rang, c'est le Finlandais Brad Lambert. Puis ça a été une saison frustrante pour Lambert. Puis ça a été une saison frustrante pour ceux qui l'ont suivi cette année. Tu sais, il n'y a pas de doute pour moi que Lambert, c'est un gars qui possède un des meilleurs coups de patin du repêchage. Il a une très bonne tête de hockey. Il est intelligent. Sur 200 pieds, il aide ses défenseurs. Mais là, j'ai commencé à avoir un peu de questions sur son upside offensif. Puis ça m'a dérangé un petit peu. J'ai pas désespéré non plus dans son cas, mais il y a des choses qui m'ont titillé. Avec Jeep, cette année, la première équipe en Liga,
il était régulièrement le premier à se replier. Comme je disais, il appuyait les défenseurs en fond de territoire. Il créait des choses. Il jouait avec Reed Gardiner, qui est un Canadien qui a joué dans la Ligue américaine. Je pense qu'il a même joué un petit peu dans la Ligue nationale. Donc, c'était un gars qui comprenait un petit peu plus le genre de jeu que Lambert faisait. Puis c'est ça, il créait des choses, puis l'intelligence était là, mais on dirait que les points venaient pas pour son niveau, sa qualité de jeu. Alors, je vais dire ça comme ça. Ensuite de ça, au championnat mondial de hockey junior, contre les meilleurs de son groupe d'âge, les 2 matchs qu'il a joués, puis il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, mais c'était pas contre des grosses équipes. » Mais au-delà de ses points, la façon dont il jouait, c'était surtout ça qui était intéressant. Parce qu'il drivait le jeu, il était impliqué le long des bandes, il manipulait les défensives, il facilitait le travail de ses coéquipiers, fonçait au filet. Donc c'est ça, l'échantillon comme si était minime, mais il y avait de quoi être satisfait de son jeu, parce que ça donnait un petit peu, ça validait un petit peu ce qu'on avait vu en Liga. Puis là, ensuite de ça, il a été transféré avec les Pélicans de Lahti. Puis là, c'est là que j'ai eu de la misère. Il n'y avait pas beaucoup... Tu sais, il était impliqué, il était motivé, mais on dirait qu'il ne l'était pas autant. Puis, tu sais, on a appris après au Combine qu'il n'avait pas l'intention de retourner en Finlande. Donc, tu sais, il y a peut-être quelque chose qui l'a dérangé aussi dans la façon dont il était utilisé en Finlande, dans la façon dont il était peut-être traité. Mais c'est sûr et certain qu'il y a eu un petit manque de progression dans son jeu. Puis c'est sûr et certain qu'il aurait été mieux servi dans la Ligue canadienne de hockey. À mon avis, évidemment, je dis c'est sûr et certain, mais ça reste mon opinion. Mais je pense que la bouchée dans la Liga était peut-être un petit peu trop grosse à prendre pour son développement. Parce que dans la Liga, ils sont pas là pour développer les jeunes. Ils sont là pour gagner, ils sont là pour tu sais, comme en Suède, là, ils veulent pas se faire reléguer. Fait, en Finlande, ils veulent gagner, ils veulent être dans les gagner le championnat, puis ils veulent être dans la Ligue des champions, peu importe. C'est pas une ligue de développement. Donc, tu sais, Lambert, il a peut-être payé de ça, alors que dans la Ligue canadienne de hockey, avec les Blades de Saskatoon, si je me souviens bien, c'est l'équipe qui l'a repêché. Il aurait été utilisé premier trio, il aurait utilisé premier avantage numérique. Les gens auraient été plus rivés sur lui, puis il aurait ressorti plus. Parce que Lambert il est efficace. Quand le rythme est rapide, il est efficace. Il a un bon sens du jeu, il est capable de garder la rondelle sur sa palette. Il est capable aussi de connecter les jeux, d'alimenter ses coéquipiers. Puis les joueurs qui ont du succès dans la Ligue nationale, dans ce profil-là, c'est ce genre d'atout-là qu'ils ont. Ils patinent, ils ont la rondelle sur la palette. Quand le rythme est élevé, ils sont là, ils s'impliquent. Lambert, il est là. Moi, je le voyais comme un centre de deuxième trio, 60 points. Puis là, j'ai eu un petit peu peur pour l'upside offensif. J'ai encore confiance qu'il devienne un centre de 55-60 points, qui pourra jouer dans les 3 zones, qui pourra jouer dans toutes les situations. Mais c'est sûr et certain qu'il va devoir absolument rebâtir sa confiance. Il va absolument devoir avoir la rondelle sur sa palette. Il va devoir absolument dans la CHL, s'il vient jouer dans la CHL, il va tout de suite devoir prendre la confiance puis prendre action. Puis vraiment montrer que c'est la façon dont il était utilisé en Liga qui le restreignait puis qui l'empêchait d'éclore puis de vraiment ressortir du lot. Si il glisse, ce qu'il y a des bonnes chances qu'il arrive, je ne sais pas s'il va glisser hors du top 15, mais s'il commence à glisser proche du 20e rang, un peu comme Ögren, c'est le genre de joueur que le Canadien devrait s'avancer pour aller chercher, selon moi. Mais sinon, s'il continue à glisser, puis s'il glisse jusqu'au 26,
un peu comme Miroshnichenko, le Canadien ne peut pas laisser passer un gars comme Brad Lambert si jamais il continue à glisser. Au 11e rang, Brad Lambert, il a été dans mon top 10 toute l'année, puis dans le dernier classement, malheureusement, j'ai pas pu le laisser dans mon top 10. Ouais, donc c'était les positions 21 à 11. Il reste une dernière partie. Le top 10, c'est là que ça devient excitant aussi. Quelques choix. Je sais que moi, j'ai des choix qui sont peut-être un peu controversés dans le top 10. Mais ça va me faire plaisir d'expliquer ça. Ça va me faire plaisir aussi d'essayer de comparer un peu les joueurs, puis voir la raison pourquoi moi je les ai mis dans le top 10, puis pourquoi je les ai mis dans certains rangs par rapport à d'autres. On se dit à la prochaine pour la dernière partie.